On regarde pas le football, on le vit. Et ici c'est le WFC les gars, bienvenue sur la chaîne pour le 90+. Petit concept qui concerne les débriefs d'après-match. On va aborder PSG Tottenham aujourd'hui, mais d'abord, abonnez-vous à masse à la chaîne. N'hésitez pas à activer la cloche et abonnez-vous aussi sur Instagram. Je suis très actif là-bas, j'étais très actif pendant le match, donc ne ratez aucune information. Beaucoup de choses se passeront là-bas, donc abonnez-vous aussi. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec ce match-là. Et en première intention, je voudrais déjà parler de Vitinha. Vitinha, qui es-tu? Tu es qui? Parce que pour me pondre une masterclass comme ça, je vais commencer à déborder. Et je peux dire vraiment des choses très très graves. Ouvre ta gueule! Ouvre ta gueule! On va pas commencer à aller sur les anciens, mais Vitinha, t'es le meilleur milieu de terrain au monde. Et il n'y a pas d'équivalent. Ne me cherchez pas d'équivalent. Me parlez pas de Pedri, me parlez pas de Caicedo, me parlez pas de je sais pas qui. Vitinha est le meilleur milieu de terrain au monde. Et je ne suis pas ouvert au débat. Un milieu de terrain qui marque, un milieu de terrain qui est décisif, un milieu de terrain qui contrôle le tempo de son équipe, un milieu de terrain qui trouve toujours les bonnes passes. Ça me rappelle un petit peu cette louche à un moment donné qui fait en première période pour Warren Zaïre-Emery pour amener un petit peu de danger alors que l'équipe n'est pas dangereuse. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Le rapport de Vitinha au ballon, les gars, je vais commencer à déborder. Il a un rapport au ballon qui est exceptionnel. Exceptionnel. Et encore, je suis persuadé que Vitinha a une marge de progression encore plus que celle-ci. Vitinha, c'est notre métronome. Et encore hier, il a prouvé que par son leadership naturel dans le jeu, il peut réveiller toute l'équipe. Et c'est ce qu'il a fait en deuxième mi-temps. Triplé. Vous êtes pas content? Triplé. Premier but, la balle très bien jouée par Jantou qui le voit, qui le décale. Et puis il prend la balle comme ça vient. Lucarne, droite. Ça filoche. Non, merci Vitinha. Merci beaucoup. J'ai plus de superlatif en fait pour l'aide Vitinha. J'en parle déjà assez avec mes entourages. J'en parle déjà assez avec les petits que j'entraîne aussi. Vitinha, les gars, est le meilleur milieu de terrain au monde. Il n'y a pas de débat. Modric l'a dit. Toni Kroos même l'a reconnu aussi. Et à un moment donné, je sais pas qu'est-ce qu'il vous faut. Thierry Henry en a parlé aussi sur CBS. Qu'est-ce qu'il vous faut, les gars? Qu'est-ce qu'il vous faut pour reconnaître que Vitinha est le meilleur milieu de terrain au monde? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il marque 50 buts par an? Il faut qu'il marque de la tête, des fesses, du dos, je sais pas. Vitinha est le meilleur milieu de terrain au monde. C'est tout ce que j'ai à dire. Parenthèse fermée, on passe à côté. On va maintenant se focaliser un petit peu plus sur le plan de jeu de Tottenham, mais j'ai trouvé que le plan de jeu de Tottenham de Thomas Frank a été très bien respecté dans un premier temps. On sait que Tottenham, c'est une équipe qui est de coups. Je l'avais dit dans le débrief, j'avais dit qu'ils étaient là sûrement pour venir faire un coup, essayer de jouer le match nul peut-être, mais j'ai été très surpris du pressing de Tottenham. En fait, j'ai retrouvé le même Tottenham en fait qui nous a posé de difficultés en finale de la Super Coupe. Un Tottenham qui vient pour nous presser, qui s'inspire un petit peu de ce qu'a fait Chelsea en finale de la Coupe du Monde des clubs. Un Tottenham qui vient avec des intentions de jouer haut, avec une intention de bousculer le pressing et les sorties de balle du Paris Saint-Germain, avec une intention en fait aussi de faire mal en contre-attaque. Et c'est ce qui s'est passé plusieurs fois. On l'a vu en contre-attaque, notamment sur le flanc droit, parce qu'ils avaient ciblé le flanc droit. Ils savaient très bien que comme on n'a pas Hakimi, ils ciblent le flanc droit. C'est notre faiblesse. Warren Zaïre-Emery est là, il n'a pas la même qualité défensive que Achraf Hakimi. Ils avaient ciblé ce flanc-là. Et ça s'est très bien vu, notamment entre les dédoublements avec Jet Spence et Bergwijn, notamment qui amène ce premier but-là justement. C'est par le côté gauche que vient le premier but de Tottenham. La tête qui vient, que remet RKM sur Richarlison, qui d'ailleurs emmène très très bien Nuno Mendes avec lui et Marquinhos pour décaler un petit peu le défenseur et permettre à Richarlison de respirer, plus qu'à la pousser dans les cages. Encore une fois aussi, Chevalier fautif. Chevalier, tu es encore fautif. Maintenant, si on revient à Tottenham, en fait, je pense que c'est même une bonne chose pour le Paris Saint-Germain si on rentre même avec le match nul à la pause. Parce que concrètement, le match nul, on le méritait pas sur la première mi-temps. La première mi-temps a vraiment été très mauvaise, catastrophique. C'est une des pires mi-temps que j'ai vu du Paris Saint-Germain. Très très mid, vraiment très très mid, où on se faisait bouger dans tous les sens. On n'était pas sur les deuxièmes ballons, on gagnait pas nos duels, on n'avait pas de rythme, pas de verticalité, pas de profondeur. On s'est heurté à un Tottenham qui, dès qu'on a le ballon, ils appliquent le schéma de jeu classique 4-4-2 linéaire et les lignes étaient très visibles, très visibles. Ça venait densifier le milieu de terrain et puis tu as deux attaquants juste qui font les deux chiens, ils font les aboyeurs. Et ça, on l'avait très bien vu de la part de Tottenham. Ça nous a posé beaucoup de problèmes, mais j'ai aussi trouvé que le PSG aussi était à réaction. C'était un PSG où on n'a pas mis d'intensité, on n'a pas mis de profondeur, on n'a pas mis de folie dans ce match-là. On a eu un Barcola qui était mi-figue mi-raisin encore une fois. Un Barcola qui marque pas, qui n'est pas décisif. Barcola, ça commence à faire beaucoup aussi. Je sais pas s'il a besoin de se reposer, s'il est fatigué. On va pas pouvoir te défendre longtemps. Surtout que à côté, ça fait tâche parce que on a depuis ce début de saison, depuis le 13 août dernier, Lee qui est extrêmement bon. Je pensais voir Lee d'ailleurs titulaire. On nous a sorti une surprise du chapeau avec Jantou qui a été titularisé, qui je pense d'ailleurs la titularisation de Jantou a été bien, mais j'ai trouvé son match un petit peu en dessous. On sent qu'il a eu du mal techniquement souvent dans les petits espaces à toucher le ballon, à essayer de faire la différence, même s'il est décisif sur le but de Vitinha. Mais pour en revenir à Barcola et à Lee, je trouve que Lee est l'une des meilleures solutions à droite en ce début d'année et il faut lui donner la confiance en le mettant titulaire. Je pense qu'il faut le mettre titulaire. On l'a tout de suite vu, Barcola est sorti, Vara est repassé à gauche, Lee à droite. Tout de suite, c'était beaucoup plus cohérent en fait. Comme c'est bizarre. Oh alors. C'était tout de suite beaucoup plus cohérent. Et puis il faut se le dire, Vara à droite, il faut arrêter. Vara à droite, il n'est pas dangereux.
c'est rare qu'il repique sur son pied gauche pour frapper. Il a l'habitude de le faire quand il est à gauche pour repiquer sur son pied droit. À droite, il ne le fait pas. Trop souvent, il s'arrête devant la défense, attentiste, passe derrière. Pas de percussion. À droite, on doit mettre Barcola. À gauche, on doit mettre Vara. Il faut arrêter de mettre Barcola dans les petits chaussons parce qu'à un moment donné, Barcola doit être en concurrence avec Vara. Et puis à droite, on doit mettre Lee en attendant que les autres reviennent. C'est quand même fou de se dire qu'on est en train de parler de Lee comme ça, alors qu'il y a un an, on en parlait en mal. Mais ça vous prouve aussi que dans le football va vite. Pour revenir un petit peu aussi du coup sur le Paris Saint-Germain, j'ai aussi bien apprécié la deuxième mi-temps parce qu'on a su mettre beaucoup plus de densité, beaucoup plus de profondeur dans notre jeu. Et on a vu aussi des combinaisons, on a vu du dédoublement, on a vu des passes qui cassent des lignes, on a vu de la récupération haute, on a vu un pressing qui était beaucoup plus haut aussi. J'ai beaucoup apprécié aussi la rentrée de Lucas Hernandez, même si encore une fois, il prend un carton rouge comme un idiot. Qu'est-ce que tu vas mettre ton coude à la 90e? Xavi Simons n'a plus la balle, t'as déjà remis la balle à Chevalier. Pourquoi tu lui mets un coup de coude? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Lucas? Comment je le vois, ça? Je me dis qu'en fait, c'est une preuve de vulnérabilité. Lucas Hernandez a tellement, je pense, envie de retrouver une place de titulaire ou de revenir à son meilleur niveau qu'il en fait des choses débiles. T'as presque 30 ans, réfléchis. Pourquoi tu lui mets un coup de coude? En plus, ça amène une occasion de but. C'est très mal joué parce que Poro, la balle passe au-dessus. Mais je sais pas. Lucas, réfléchis, réveille-toi, s'il te plaît. Donc, en fait, elle est là, la question. Maintenant, ce qui m'amène aussi à dire que j'ai trouvé quand même ce PSG en demi-teinte beaucoup à réaction. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Ce PSG a été trop à réaction. Ça fait plusieurs matchs où je vois pas un PSG qui presse haut comme il sait le faire, qui réussit à étouffer l'adversaire, à récupérer des ballons hauts en moins de 5-6 secondes, à vraiment étouffer son adversaire, à ressortir le ballon très très vite, à casser des lignes, à avoir beaucoup de profondeur dans son jeu. On sait que Dembélé, Doué nous manque beaucoup dans le jeu, et je trouve que là c'est beaucoup trop flagrant. C'est beaucoup trop flagrant, il va falloir trouver des solutions, peut-être aller piocher dans le centre de formation, peut-être aussi aller sur le marché des transferts, je sais pas, un Julian Alvarez peut être une solution, je sais pas, je pose ça là. Ok. Mais ça peut être une solution. Je sais pas comment on va résoudre ce problème là, mais est-ce que c'est un problème de fatigue? Parce qu'on sait que la saison va être longue parce qu'on n'a pas eu de préparation. Le corps de beaucoup de Parisiens est un petit peu en lambeaux, on n'a pas de prépa. La préparation a été tronquée parce qu'on a repris très très vite. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour pouvoir retrouver ce pressing là et cette habilité technique au Paris Saint-Germain? Parce qu'on le sent, je pense que ça aussi ça se ressent dans la manière de jouer du Paris Saint-Germain, que les joueurs sont peut-être un petit peu en reprise et pêchent un petit peu physiquement là où certaines équipes commencent à monter en puissance. À voir ce que Paris Saint-Germain va faire à ce niveau. En tout cas, voici ma petite analyse. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, à dire ce que vous en pensez. Toujours partager aussi la vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et abonnez-vous à Instagram, très important. Il y a beaucoup d'actu qui va tourner là-bas, beaucoup de vidéos aussi. On se dit à très bientôt et c'était le Williams FC. Ici, on regarde pas le football, on le vit. À très bientôt, famille. Bisous.